de commencer par une question précise que j'ai retrouvée en lisant le rapport de la mission Goulet-Grandjean, et je salue d'ailleurs la présence de notre collègue Grandjean parmi nous. Dans la mission a été chiffré aujourd'hui le fait qu'il y aurait, alors précisément sur les cartes vitales, 5,2 millions de cartes vitales en surnombre. Ça représente 8,75% des cartes. Donc, l'une des questions qu'on est amené à se poser, d'ailleurs, du coup, j'ai un petit peu regardé et il y avait un travail précédent de 2013 effectué conjointement par l'IGAS, donc l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances, qui avait une estimation à 8 millions de cartes actives en surnombre. Donc, juste pour qu'on soit bien d'accord, donc je parle sous le contrôle de Madame Grandjean, puisqu'elle est co-rédactrice du rapport. Dans le rapport, il était bien question de 5,2 millions de cartes actives en surnombre. Donc la question est très simple. Est-ce que vous vous inscrivez en faux par rapport à ce chiffre ? Oui ou non ? Et si la réponse est oui, à combien estimez-vous aujourd'hui le nombre de cartes vitales actives qui seraient encore en surnombre ? Voilà, c'est une question très précise à laquelle nous aimerions évidemment avoir une réponse précise. Donc, à la première question, il n'y a pas autant de cartes vitales en surnombre. Il n'y a pas 5,2 millions de cartes vitales en surnombre. Et nous poursuivons... Combien y en a-t-il, à votre avis ? Alors, dans notre estimation, entre le nombre de cartes vitales qui... À fin 2019, sachant qu'il y a encore un travail qui est en cours pour réduire le nombre de cartes vitales et le nombre de porteurs potentiels, il y a un écart à fin 2019 de 2,6 millions. Donc par rapport à un rapport qui estimait un écart à plus de 5 millions de cartes, on a à fin 2019 un écart de 2,6 millions. Et donc, nous sommes en train de poursuivre les travaux avec l'ensemble des régimes d'assurance maladie pour faire en sorte d'expliquer les raisons de cet écart lorsqu'elles se justifient et, le cas échéant, de réduire ces écarts. Si je vous ai bien écouté tout à l'heure, vous avez indiqué que le montant des prestations services serait indiqué dans le RNCPS 2020. Le sujet, c'est que la loi l'impose depuis le 1er janvier 2016. Comment se fait-il qu'on y ait fallu 4 ans pour que ces données soient dans ce registre ? C'est quand même, à mon avis, une bonne question. Je rappelle que c'est la loi, c'est pas une indication. Donc pourquoi 4 ans de retard sur ce sujet ? Et puis le rapport Goulet-Grandjean de notre collègue a mis en lumière aussi un document de la Cour des comptes qui estimait entre 3 et 10% le montant de la fraude. Et si je vous suis avec 2,6 millions de cartes actives en trop, eh bien on arrive à 4,5% de cartes actives en trop, ce qui, sur 200 milliards de prestations servies, correspond à 9 milliards de fraudes. Donc, quelque part, vous êtes d'accord avec ce chiffre. Donc, que pensez-vous de ce chiffre de 9 milliards de fraudes potentielles ? Je prends simplement les chiffres que vous avez donnés. 2,5 millions de cartes actives en trop sur 200 milliards de prestations servies. Il y a aujourd'hui un nombre de cartes qui montre qu'on a besoin de fiabiliser entre le nombre de cartes et le nombre global de bénéficiaires potentiels, qui est en cours d'analyse pour comprendre les causes de cet écart. Mais ça n'est pas parce qu'on a 2,5 millions d'écart qu'on a plus de consommation de soins à ce titre. C'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas moi. Le potentiel de 3 à 10%, c'est la Cour des comptes. Oui, M. Junkeler faisait référence, en fait, cette règle de 3 est une règle de 3, il reprend le raisonnement qui avait été celui de la Cour des comptes. Donc, simplement, est-ce que, du coup, vous remettez en cause cette règle de 3 établie par la Cour des comptes ou non ? En fait, je ne partage pas cette analyse qu'il y aurait, du fait de cet écart technique à un moment donné entre le nombre de cartes et les fichiers, qu'on pourrait en inférer un montant de prestations et de fraude. Ce RNCPS, c'est quand même un concept très intéressant de dire la loi est votée au 1er janvier 2016, mais la sécurité sociale décide de n'appliquer qu'au 1er janvier 2020.
hein. C'est quand même très étonnant. Et je pense qu'au final, c'est tout ce flou qui crée le doute. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Le jour où les choses seront quand même beaucoup plus claires, peut-être il y aura moins de doutes et peut-être on se posera moins de questions.